Alors, on est ravis d'accueillir vraiment, c'est une chance pour nous d'avoir un nouveau pédiatre, c'est rare en France. Et donc, Madame Cyril Collet, elle est installée depuis peu, je pense, et j'espère qu'elle va pouvoir rendre service son pédiatre comme elle en a fait ailleurs, à Bordeaux et ailleurs. Voilà. Bonjour à tous. Donc l'idée de ce topo, c'est d'essayer de vous passer les messages clés sur le syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant. Donc, tout d'abord, au risque de se répéter, mais le sommeil est totalement fondamental pour le développement de l'enfant, sur son développement harmonieux, psychique, physiologique. Et à la question, est-ce que mon enfant ou un enfant de votre entourage dort bien, devant des suspicions, enfin devant une fatigue ou une suspicion de perturbation du sommeil, il y a plusieurs questions à se poser. Déjà la quantité de sommeil et l'environnement, les choses qui peuvent perturber l'endormissement, les troubles du sommeil et les apnées du sommeil. Principalement, autant ces causes qui peuvent rompre le schéma, enfin le train du sommeil, donc le bon enchaînement des cycles du sommeil qui promet un sommeil réparateur. Qu'est-ce qui se passe dans les apnées du sommeil? C'est du coup un arrêt ou une diminution du flux d'air entrant dans les poumons au cours du sommeil et qui est trop souvent répété et qui va interrompre le déroulement normal du sommeil. Donc on parle d'apnée ou d'hypopnée. Où là, vous avez un petit schéma représentatif où vous avez la respiration normale avec inspiration-expiration, l'apnée qui est une interruption totale de l'air et une hypopnée, une diminution significative de l'air entrant dans les poumons. On distingue deux types d'apnée. Le syndrome d'apnée obstructif dû à un blocage de l'air, un blocage anatomique, et le syndrome d'apnée centrale qui est dû à un défaut de la commande nerveuse des muscles inspiratoires. Pour la suite, on va principalement s'intéresser au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est quand même le plus fréquent chez l'enfant. Chez un enfant, donc votre enfant ou un enfant d'entourage qui ronfle, pas de panique, mais il faut se poser les bonnes questions, parce qu'il peut y avoir un lien entre des ronflements, qui sont quand même assez fréquents, la plupart du temps isolés, mais s'ils sont associés à d'autres signes, ils peuvent faire partie en fait d'un syndrome de résistance d'air, et il peut y avoir un lien entre les ronflements et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc il s'agit parmi les enfants ronfleurs de dépister ceux qui sont à risque de développer des apnées du sommeil. Vous voyez la différence de fréquence, les apnées du sommeil, c'est entre 1 à 4% chez les enfants, essentiellement petits enfants entre 3 et 7 à 8 ans. C'est une maladie qui reste encore un peu trop sous-estimée car les symptômes ont tendance à être banalisés. Selon un peu les types d'enfants, que ce soit le jeune enfant avec des grosses amygdales, l'enfant un petit peu plus grand et qui peut présenter des problèmes d'obésité, ou l'enfant qui présente un syndrome génétique type, par exemple, trisomie 21, qui va avoir une malformation au niveau crânio-facial. Le problème reste le même, certes à différents niveaux, mais le problème reste le problème de liberté des voies aériennes au niveau de la langue, de la base de la langue, des amygdales, des végétations, de malformations crânio-faciales, des tissus mous. Voilà. Donc ensuite, ceux qui présentent le plus de risques sont ceux qui présentent une obésité, les anciens prématurés, ceux qui ont des infections ORL un peu trop fréquentes, de l'asthme, un antécédent dans la famille premier ou second degré d'apnée du sommeil et certaines ethnies. Et quelles vont être les conséquences? Elles ne sont pas négligeables, principalement des retards de croissance, des conséquences sur le plan cognitif et comportemental, à savoir l'apprentissage, les performances scolaires, des troubles du comportement dont on va en parler un petit peu plus après, des conséquences à plus long terme cardiovasculaires sur la tension,
des phénomènes métaboliques, un peu inflammatoires, et qui peuvent aussi favoriser la prise de poids. Évidemment, après l'humeur générale et puis le bien-être global familial. Les signes de l'apnée, des apnées obstructives du sommeil, ils sont relativement nombreux, ils ne sont pas spécifiques, c'est pas parce qu'on a un tel ou tel signe qu'on présente forcément des apnées, et ils ne sont pas forcément systématiquement associés. Il y a les signes présents la nuit qui vont être un petit peu plus durs à observer parce que les parents n'observent pas forcément leurs enfants dormir. Avec au maximum, on peut observer des pauses respiratoires, des reprises inspiratoires bruyantes, des irrégularités respiratoires, les ronflements, la respiration buccale qui est assez typique, qui entraîne du bavage, la position un peu défensive de la tête en hyperextension, besoin de boire, des troubles de l'endormissement, des réveils la nuit, un peu trop de transpiration, un sommeil agité, des parasomnies, type terreur nocturne, cauchemar, des énurésies, donc des accidents de pipi. Et si ce sommeil n'est pas réparateur, dans la journée, l'enfant va avoir du mal à se réveiller la plupart du temps, souvent peu d'appétit le matin, assez somnolent la journée, pas mal de coups de pompe et aussi donc au niveau du comportement, un enfant qui peut être un peu difficile, irritable, colérique, plus impulsif, avoir une tendance un peu plus hyperactive, des changements d'humeur très, très rapides, des troubles de l'attention et de la mémoire qui sont souvent notifiés et rapportés dans le cadre de l'école, des troubles de la croissance, et l'humeur, on en a déjà parlé. Donc devant une suspicion d'apnée du sommeil chez un enfant, lors d'une consultation dédiée, on va observer cet enfant. Déjà, on va voir si, au niveau de la forme de son visage, dans la bouche, s'il y a des choses s'il y a des signes qui vont favoriser ces apnées. Un visage souvent allongé, fin, des narines fines, un petit menton en retrait. On va regarder s'il y a des signes de fatigue. L'enfant sera très souvent cerné avec une pâleur cutanée. Et on va regarder s'il y a des obstacles, soit au niveau des amygdales, qu'on peut voir facilement, et on va s'attacher à dépister une obstruction nasale chronique, donc persistante, qui va, elle, entraîner une respiration buccale, que ce soit la nuit, évidemment, pendant le sommeil, mais également le jour. Cette respiration buccale peut être spontanée. L'obstruction du nez, elle peut être provoquée par les rhinites allergiques, les hypertrophies des végétations, qui sont les tissus en haut du nez, au fond du nez, des infections fréquentes, des reflux. Et cette respiration buccale, elle va en plus entraîner une mauvaise croissance, enfin, en tout cas une croissance du visage un petit peu déviée, une mauvaise position de la langue, de la déglutition, et des phénomènes aussi sur des troubles un peu de l'articulé dentaire. Un message rapide aussi sur la prévention de ces troubles de l'articulé dentaire concernant la limitation de l'usage de la tétine et du pouce. Donc toujours dans le parcours, lorsqu'on a un enfant qui a des forts signes d'apnée du sommeil, soit on va avoir des signes francs de ce qu'on appelle des obstacles ORL, soit végétation, soit amygdales qu'on pouvait voir ici, des amygdales volumineuses. Il sera rapidement orienté vers un médecin ORL qui discutera de la prise en charge pour le retrait de ce qui bloque un petit peu le flux aérien. Ensuite, si on a un doute, des signaux discordants, la nuit ou le jour, ou des comorbidités associées, on va s'astreindre à voir documenter le nombre d'événements obstructifs par heure sur toute la durée du sommeil. Donc, on va pouvoir proposer un enregistrement du sommeil qui s'appelle polygraphie ou polysomnographie si on enregistre l'électroencéphalogramme. Juste là, notez la différence sur les stades du sommeil entre un sommeil qui est considéré comme normal et un sommeil avec des apnées du sommeil. On a les phases d'éveil ici et ici, avec, dans les apnées du sommeil, beaucoup de retours de phases d'éveil qui montrent un sommeil fragmenté. Lorsqu'on documente cela, donc chez les enfants, à plus de 1 événement
obstructif, que ce soit apnée ou hypopnée par heure, on considère que ce n'est pas normal et que cela peut avoir un impact. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle un parcours du combattant avec une prise en charge multidisciplinaire la plus précoce possible. Sur le plan médical, le traitement des allergies s'il y en a, la carence en fer. Sur le plan de la kiné, proposer éventuellement une rééducation de la langue, un réapprentissage de la respiration nasale, bilan orthodontiste, bilan orthophoniste, et si tout ça, ça ne fonctionne pas, ou si d'emblée il y a des apnées sévères et des signaux sévères, peut être proposé par l'intermédiaire d'une machine, une insufflation d'air pour ouvrir un petit peu les voies aériennes. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas systématique. Donc c'est un suivi qui est long, qui nécessite d'être coordonné. Et un mot sur l'association entre les apnées du sommeil et l'asthme. L'asthme qui est aussi très fréquent, un trouble respiratoire chez l'enfant. Ce sont deux pathologies inflammatoires qui ont un lien étroit puisque le risque d'apnée du sommeil est plus élevé chez les enfants qui présentent un asthme et les apnées du sommeil vont favoriser le mauvais contrôle de l'asthme. Donc, il va être important de bien le dépister, de bien le traiter. Et donc finalement, les apnées du sommeil chez l'enfant, ça existe. Ce n'est pas le trouble du sommeil le plus fréquent. Il faut vraiment avant essayer d'interroger sur certains troubles comportementaux du sommeil et la quantité. Côté famille, côté patient, ne pas hésiter à consulter s'il y a un doute. L'enfant sera pris en charge. Le sommeil est tellement important qu'il ne faut vraiment pas hésiter à rester avec ce doute-là. Et puis, côté famille et côté professionnel de santé, les mots principaux, c'est la prévention, le dépistage précoce sur des signes qui sont censés être faciles à observer, la respiration buccale, les cernes, les bâillements, les troubles du comportement. Essayez d'observer l'enfant la nuit, vous pouvez le filmer, le montrer aussi à votre médecin. Explorer, traiter précocement, et puis vous avez bien compris, du coup, une collaboration étroite entre beaucoup de professionnels de santé. Et un petit mot sur une application, si un enfant de votre entourage présente un trouble du sommeil, une application qui est plutôt ludique et plutôt bien faite, qui s'appelle Un sommeil de marmotte. Voilà, merci de votre attention.